Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A. Mais d'abord, prenons les principaux titres. Seul dirigeant africain à prendre part au panel de haut niveau organisé à Milan en Italie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a fait les plaidoyers du continent en mettant en exergue son énorme potentiel en matière d'investissement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Place à l'actualité immédiate. C'est en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine que le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a été invité au forum de l'European House Ambrosetti à la Villa d'Est au nord de l'Italie. Nous vous laissons suivre ces reportages de la presse présidentielle. Comme chaque année, le décideur, hommes d'affaires et autres personnalités influentes de l'économie mondiale se sont retrouvés à la Villa d'Este, station balnéaire du nord de l'Italie, pour les forums Ambrosetti consacrés à l'avenir de l'économie mondiale. La 47e édition de ces forums a été un haut lieu d'analyse prospective sur ce que sera le monde des affaires dans les décennies à venir. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine et porte-voix de cette institution, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais, c'est un atout. C'est un atout, mais certes, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera à majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc ça veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir les défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis, c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, entraîner, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu comme impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique et bien d'autres secteurs. J'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Dans un jeu de questions-réponses bien maîtrisé, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ce forum de référence d'Est aura été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo.
Quittons le pays de la Squadra Azura pour Kinshasa, où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu les doléances de la population de la province du Kwilu à travers ses élus. Le détail avec James Katombo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience ce 4 septembre 2021 à la tête du gouvernement les caucus des députés nationaux de la province du Kwilu venus lui présenter les problèmes que connaît leur province et les priorités de son développement. Cette délégation, conduite par l'honorable Rombo Fumani, président du caucus, a échangé avec les chefs du gouvernement à qui ils ont exposé les grands dossiers relatifs à leur vie socio-économique de leurs électeurs. De l'électrification au désenclavement en passant par les tracasseries routières sur la nationale numéro 1 de Luange à Kinshasa, la pollution de la rivière Kasaï, la construction des stades, la lutte contre les érosions dans les grandes villes de la province, les élus du Kwilu ont tout passé en revue avec le Premier ministre. Les députés lui ont même suggéré certaines pistes de solutions pour le développement telles qu'il affirme l'honorable Rombo Fumani qui s'est confié à la presse à la fin de cette audience. Nous avons fait un certain nombre de suggestions au Premier ministre pour que très rapidement qu'il y ait l'électricité à Kikwit, à Idiofa et à Gungu avec le parachèvement des travaux de la centrale de Kakobola. Nous avons suggéré d'autres projets pour élargir la couverture en énergie électrique dans la province et surtout la difficulté de déplacement, les routes. La route nationale numéro 1, qui est la route principale pour l'évacuation des produits de notre province vers la capitale, et la route Mongata-Bandundu pour essayer de désenclaver ou d'enlever l'isolement de la province et de la capitale de la province qui est la ville de Bandundu. Aussi, il y a les problèmes de la pollution, ça c'est un problème qui touche tout le monde ici, le problème de la pollution des eaux du Kasaï. Vous savez que les Kasaï passent par le Bandundu aussi, depuis Dibalubwe, passant par Panou, par le Bandundu, jusque dans les fleuves. Et donc les populations là sont vraiment en danger. Et si vous suivez régulièrement les informations, vous verrez que ces populations sont en train d'avoir des problèmes, même les poissons sont en train de mourir. Et donc il fallait que nous puissions en parler avec le Premier ministre pour qu'une solution soit vite trouvée. Probablement, hein, moi je pense que la solution, ça peut être les comportements à suggérer à la population, hein, parce que la rivière est déjà polluée. On ne va pas enlever toute la rivière, mais peut-être comment se comporter pour prendre la population en charge en lui amenant des choses qui ne sont pas contaminées. Au cours de cet échange, la question liée à la désactivation des écoles a été aussi abordée. Primature encore. Après le déploiement sur le terrain du programme DDRC-S était au centre des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les coordonnateurs du dit programme Tommy Tambwe, James Katomboa, une fois de plus. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé le samedi avec les coordonnateurs du programme DDRC-S, Tommy Tambwe. L'état des lieux et les termes de référence pour le déploiement idoine de ce programme pour la sensibilisation des populations sur le terrain étaient au menu de leurs échanges selon les coordonnateurs de DDRC-S, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Aujourd'hui, il s'agissait d'une séance de travail qui fait suite à une autre séance de travail qui était de présenter les civilités. Mais aujourd'hui, nous sommes allés en profondeur pour présenter les rapports d'abord de la remise et reprise et présenter au chef du gouvernement, qui est en même temps vice-président du comité de pilotage. Nous voulons lui présenter notre feuille de route et la préparation du comité de pilotage. Il était très content que nous avons évolué, nous avons élaboré les documents, les outils de travail, les outils de gestion du programme que nous sommes en train de contextualiser, mais également nous sommes très contents parce que nous avons revu la situation des zones sous état de siège, notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, et nous avons retenu également certaines provinces prioritaires, notamment le Sud Kivu, les Tanganyika et même le Maniema. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que la réunion du comité de pilotage, pour que nous puissions lancer le programme et nous déployer rapidement sur terrain dans les jours qui viennent.
À l'en croire, toutes les couches de la population congolaise sont concernées par la sensibilisation sur les motivations de ce programme DDRCS. Bon, d'abord l'état des lieux que nous avons déjà présenté les termes de référence, mais aussi nous allons déployer sur le terrain, travailler avec les communautés pour mettre en place le cadre de concertation, d'appui pour la paix et le programme. À partir de ce cadre, nous allons procéder à la sensibilisation des communautés. Précisons que le DDRCS est un programme communautaire et non militaire. Son objectif est d'insérer les ex-combattants des forces négatives dans la communauté nationale. Au four et au moulin, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé vendredi par visioconférence la 18e réunion du Conseil des ministres. 4 sujets étaient inscrits à l'ordre du jour, comme nous renseigne le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 18e réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé ce vendredi 3 mars 2021 la 18e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. Premier point, de la communication du Premier ministre chef du gouvernement. Le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil de la tenue les jeudis 2 septembre dernier, dans le cadre de nos engagements avec nos partenaires internationaux dans le cadre du programme, de la première réunion de la Troïka stratégique, réunissant autour de lui les ministres en charge du budget, celui des finances, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ils ont convenu d'une observation scrupuleuse du plan d'engagement budgétaire trimestriel pour le maintien du cadre macroéconomique. Il a été noté la progression dans la qualité des recettes. Toutefois, des efforts devraient être redoublés dans la qualité de la dépense en maintenant une attitude prudentielle en fonction des crédits disponibles. Un contrôle rigoureux et étroit devrait également être fait au regard de la hauteur de marché public pour rester en phase avec le plan budgétaire. Le gouvernement travaille en même temps à améliorer l'enveloppe des crédits alloués au secteur des investissements. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la rentrée parlementaire prochaine. La session parlementaire s'ouvre le 15 du mois en cours et durant cette session, le gouvernement est attendu pour la présentation du projet de budget pour l'exercice 2022. Le Premier ministre a exhorté le ministre d'État, ministre du budget, à finaliser l'avant-projet à soumettre au Conseil pour examen et adoption avant son dépôt au Parlement. Quittons Kinshasa pour l'Équateur. En pleine vacances parlementaires, le député national Freddy Bopandé multiplie des échanges avec ses électeurs pour leur rendre compte de ses activités parlementaires, collecter leurs besoins les plus urgents, afin d'en faire rapport au Parlement. C'est donc le territoire d'Inguendé, dans la province de l'Équateur, qui constitue son fief. José Maza Osukuma pour les détails. Le député national Freddy Bopandé Ngombe a fait une descente dans son fief électoral qui est le territoire d'Inguendé pour remplir sa mission parlementaire auprès de ses élus. Le député national a fait plusieurs discours partout, notamment à Boteka, à Ingende et à Bokatola. Notons que cet élu du peuple a bénéficié des accueils très délirants dans tous les grands centres par la notabilité, organisation des jeunes, organisation des femmes, bref, les cadres de concertation de la société civile d'Ingende. Et à son tour, il a fait plusieurs activités en faveur de la population bantou et pygmée sans discrimination. On pouvait citer la remise de microcrédits, la réhabilitation des écoles, des églises pour lutter contre la paille, l'implantation de la radio-télévision communautaire Boté Kambila et également
promis la réhabilitation du marché des Boteka et autres, y compris le lancement des travaux de dégagement de la route nationale numéro 8 entre Bokatola, Ingende et Boteka. Le parlementaire était accueilli avec face partout où il est passé, le cas de la ville d'Ingende. Il convient de signaler que plusieurs autres activités sont prévues dans les jours qui viennent. Mbandaka, José Maza Osukuma pour Antenne A Télévision. Rendons-nous maintenant en Guinée où plusieurs soldats mutins des forces spéciales guinéennes ont annoncé dimanche en Guinée à la télévision nationale la dissolution de la constitution et du gouvernement dans ce qui s'apparente à un putsch. Mais le ministre de la Défense guinéen a déclaré que les forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre. Les reportages et de nos confrères du TV5 Monde. Est-ce qu'on vous a dit? On a touché un seul de vos cheveux. Président depuis 2010, Alpha Condé, 83 ans, reste impassible et assiste impuissant à la possible fin de son règne. À la tête du putsch, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire de l'armée française et chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite à l'efficacité redoutable. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Dès 8 h ce matin, des tirs d'armes lourdes ont retenti aux alentours du palais présidentiel où se trouvait Alpha Condé. De sa fenêtre, cet habitant de Koléa, quartier administratif et résidentiel abritant de nombreux expatriés, nous raconte. C'est vraiment flippant. Là, en face de moi, il y a une grande fumée, une énorme fumée. Je ne sais pas, il vient d'où, on dirait qu'il y a un truc qui a explosé. Il y a beaucoup de militaires, des gens habillés en militaire. Donc je ne pourrais pas dire c'est qui, c'est quel type de militaire, mais il y en a beaucoup. Il n'y a personne dans les rues. Franchement, j'ai un peu peur. Je ne vous mens pas, j'ai un peu peur. Dehors, les accès au centre-ville sont bloqués. Les soldats effectuent des contrôles d'identité. Il est impossible de filmer au-delà des barrages. Dans ce contexte, la population est à bout. Notre pays ne fait que souffrir de jour, nuit toujours. Vraiment, on en a marre. Ici, on a entendu des coups de feu, vraiment. Donc ça nous gêne. Les militaires ne font que circuler dans la rue. On n'arrive pas à faire nos activités. Hein? Et nous avons peur, vraiment. Dans un communiqué, le ministère de la Défense guinéen affirme avoir contenu la menace et repoussé les assaillants. La semaine qui s'achève a été également marquée par le président, par la rencontre bien sûr du président de 2 chambres du Parlement, savoir Mbosso Kodia de l'Assemblée nationale et Batilou Kwebo numéro 1 du Sénat. Selon les speakers de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia qui s'est adressé à la presse, la concertation doit être permanente. Patricia Basso. Les 2 présidents de 2 chambres du Parlement se sont encore rencontrés ce mardi dans le cabinet de travail du président du Sénat, Modeste Batilou Kwebo. Selon le président de l'Assemblée nationale qui s'est adressé à la presse au sortir de cette séance, la concertation doit être permanente entre les 2 chambres. La problématique de la CENI, le sujet ayant trait au fonctionnement de leur famille politique, Union sacrée de la nation, se sont invités au débat. Nous nous sommes retrouvés, comme d'habitude, autour des problèmes du Parlement, aussi bien sur la commission électorale que sur des problèmes qui concernent nos familles politiques. Nous voulons poursuivre nos travaux maintenant, tout comme à la session de septembre, en harmonie, en paix et en consultation permanente. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia Pouanga, était accompagné du premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabound et le 2e vice-président Vital Banisizé.
La semaine a été aussi également marquée par la fin des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 sur l'ensemble du pays. Près de 800 000 finalistes ont participé à ces épreuves qui ont duré 4 jours dans un contexte particulier de la pandémie des Covid-19. Sylvie Fortuné-Moula et Papi Katassi. Les finalistes ont passé les épreuves de l'examen d'État 2020-2021 sur l'ensemble du pays. Lancé le lundi 30 août 2021 depuis Kenge dans la province du Congo par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba. Le déroulement des épreuves s'est bien passé, hormis quelques cas d'incivisme constatés dans la province du Tanganyika, plus exactement dans les territoires de Manono. Le bureau de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été vandalisé par les élèves finalistes dont les noms ne figuraient pas sur les listes des candidats qui devaient passer les épreuves. Par ailleurs, 130 finalistes ont été délocalisés du village de Bouanasoura pour passer leurs épreuves à commandant dans le territoire d'Irumu à Ituri. La délocalisation de ces centres d'examen d'État se justifie par la dégradation de la situation sécuritaire. À Beni, dans le Nord Kivu, malgré l'instabilité, les finalistes ont pu passer leurs examens. Il faut dire qu'à Kinshasa, comme les autres villes du pays, les autorités politico-militaires avaient interdit les réjouissances populaires des élèves finalistes après les épreuves. Les résultats sont donc attendus dans 30 jours à travers l'étendue nationale. Justice. La haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, poursuivi pour la prévention d'homicide involontaire, a entendu jeudi 2 septembre 2021 les renseignants commissaire supérieur adjoint Michel Paloukou. Ce dernier a déposé sur le déroulement de l'exercice des tirs des Kazangoulou à la première vague, comme nous dit ici Sylvain Kapombo Bosengele. L'instruction de l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis, prévenu d'homicide involontaire, se poursuit sans désemparer devant la haute cour militaire avec l'audition des témoins. À l'audience de jeudi 2 septembre 2021, la haute juridiction militaire a entendu le commissaire supérieur adjoint Michel Paloukou en qualité de renseignant. Les comparants est l'un des instructeurs qui avait supervisé l'exercice des tirs organisé par le général Elvis le 16 décembre 2019 à Kassangoul. Dans sa déposition, il a soutenu qu'il avait participé à la séance de tir à la première vague et avoir fait usage de son arme GP. Mais à la question de la Cour aux renseignants sur les instructions données par les prévenus aux instructeurs de ne tirer qu'avec l'arme AK, le major Paloukou a dit ne pas entendre parler de la dite instruction et la réaction de l'accusé. J'avais donné l'ordre en général de tirer avec l'arme AK-45 à la hauteur de 5 mètres pour les instructeurs. Et les instructeurs ont compris cette instruction et c'est pourquoi, lorsque nous sommes descendus, j'ai appelé le commandant 6e bataillon pour amener les armes afin que nous puissions commencer l'exercice. J'ai donné l'ordre de tirer avec l'arme. Hormis les armes AK utilisées lors du dit exercice de Kassangoulou, il a été aussi constaté l'utilisation des pistolets par les instructeurs. La haute cour a donc promis de rendre à la quinzaine son arrêt avant dire droit sur la question, dans lequel elle va ordonner l'expertise balistique, déterminer les experts et préciser la mission qui leur sera donnée. L'objectif étant de savoir si la balle ayant donné la mort à l'élève policier Nzinounou provenait de quelle arme GP. Le tribunal militaire de Kinshasa-Ngalema a siégé mardi 31 août 2021 en procédure de flagrant dans l'affaire du meurtre du commissaire supérieur principal Polydor Kassongo, commandant second de la Légion nationale d'intervention. Il a auditionné le prévenu Sefou Mangbongo qui a nié le fait lui reproché par le ministère public. Une fois de plus, Sylvain Kapombo Bosengele. Siégeant en procédure de flagrance dans l'affaire du meurtre du commissaire supérieur principal Polydor Kassongo, le dimanche 29 août 2021, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalema a tenu, le mardi 31 du même mois, son audience foraine au poste de la police de pompage. Un seul prévenu a comparu en la personne de l'APP Sefou Magbongo. Ce dernier est le garde du corps du défunt. D'entrée de jeu, l'organe de la loi a présenté au tribunal les faits pour lesquels il a traduit par devant lui ses prévenus.
28 août 2021, il a accompagné son chef, les colonels second de Légion Pire, à l'église. En revenant de l'église, justement au niveau des chaux des moutons au pompage, il y a eu altercation entre lui et quelques Wewa. Et lors de cette altercation, les Wewa ont dit bousculer les policiers qui étaient tombés par terre. En se relevant, le policier Sefou a fait usage de son arme de guerre en tirant un coup de feu qui a raté. Le Wewa a atteint son commandant au niveau du thorax. Et à cet endroit, Monsieur le Président, quand la balle vous atteint là, le taux de mortalité est de 100%. Ce qui a entraîné la mort du commandant. Voilà pourquoi nous l'avons arrêté et nous avons demandé à votre sollicité auprès de votre vice-tribunal de convoquer cette audience. Interrogeant ainsi les prévenus sur les faits lui reprochés, les policiers Sefou a nié les faits. La dite affaire n'a pas été plaidée les mêmes jours. Et pour cause, la partie civile, Bakadiona Badibanga Magui, la veuve du défunt, représentée par maître Jimmy Ngoï, a sollicité du tribunal la comparution de la République démocratique du Congo, civilement responsable, afin de bénéficier des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Après avis favorable des parties, la cause a été renvoyée à 2 semaines, c'est-à-dire le mardi 13 septembre 2021. Il faut respecter scrupuleusement les mesures barrières et se faire vacciner. Ce sont là le propos du docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur technique de la riposte contre la Covid-19. Il a dit au cours d'une conférence de presse organisée au siège, bien sûr, de l'INRB. Sylvie Fortuné-Mboula et Papi Katassi. Bien que la 3e vague soit derrière nous, mais nous devons continuer à nous conduire conséquemment. A annoncé le coordonnateur technique de la riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, au cours du point de presse de ce jeudi 2 septembre 2021 à l'amphithéâtre de l'INRB. Pour éviter une éventuelle arrivée de la 4e vague, il a sur ce martelé que nous devons continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières et se faire vacciner, bien que la cible principale soit les personnes âgées et celles vivant avec comorbidité. Quand nous voyons dans notre pays ici, le plus exposé pour ceux qui font la maladie, ce sont surtout les adultes. Et la sévérité est beaucoup plus grande chez les adultes qui ont des comorbidités. La maladie est relativement, bon, nous ne pouvons pas dire rare, mais peu fréquente chez les moins âgés, donc chez les enfants que vous citez là, de l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire. Il a aussi fustigé qu'il n'est pas nécessaire que les écoles exigent des tests de Covid aux élèves à la rentrée scolaire. Nous avons des schémas et on ne peut pas commencer à vacciner les gens comme ça. Il y a quand même le ministère de la Santé doit être consulté et le ministère de l'EPSP doit également être consulté et puis c'est le secrétariat technique, le comité multisectoriel, le Premier ministre qui va autoriser cela. Mais une école ne peut pas décider d'elle-même à vacciner, n'est-ce pas, les enfants maternels, primaires et secondaires. Société, dans ce journal, difficile d'emprunter la route Kimwenza dans son tronçon compris entre Mbolé et Ezo. Ce malgré les signaux positifs de la réhabilitation de cette route, les travaux n'avancent plus et la population se pose mille et une questions. Patricia Ndongo et Damé Maungu ont fait les constats. Ce sort réservé à la population riveraine de la route Kimwenza, précisément dans son tronçon compris entre Mbolé et Ezo. Cette population qui avait poussé un ouf de soulagement du début des travaux de réhabilitation de cette route déchante de nouveau. Voici depuis 3 semaines, les engins disposés pour les travaux ont tout simplement disparu, laissant à la place un trou béant qui désormais prend la forme d'un lac. Désabusée, la population ne sait plus à quel sens se vouer et que surtout, dame la pluie se rapproche davantage. Nous demandons aux autorités de continuer les travaux qu'ils ont entamés.
Et surtout que la saison de pluie approche à grands pas. Nous savons tous comment la ville est gérée. Kin Label est devenu Kin délabrement. Dans ces coins, la circulation est devenue très difficile et nous avons un sérieux problème des transports. Un autre fait marquant de cette situation, le transport en commun est devenu rare, presque inexistant. Le chauffeur évite de prendre cette artère pour ne pas endommager leur véhicule. Nous évitons d'emprunter ces chemins pour éviter d'endommager nos véhicules. Et cette route est devenue impraticable. Nous demandons l'implication des autorités provinciales. Aux autorités politico-administratives de saisir la balle au banc pour rendre ces coins de la ville vivables. Opération Kinbopeto, utopie ou réalité, à chacun de répondre. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur la toile concernant bien sûr l'équipe nationale football senior de la République démocratique du Congo qui sera reçue demain au Bénin par les écureuils en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'était pas bloqué à l'hôtel Caravia de Lubumbashi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avait dépêché son conseiller spécial Isaac Bakajika qui n'a pas confirmé cette information. Il était bien sûr aux côtés du vice-président de la FECOFA, Roger Bondembe Bokanyanga. Notre envoyé spécial Rigo Molopo les a tendus son micro. Vous le savez, depuis le début de la préparation, le Premier ministre a voulu être aux côtés de l'équipe nationale parce qu'il y tient vraiment. Lui-même, en tant qu'ancien ministre des Sports, il a un accent particulier qu'il accorde au sport. C'est ainsi que vous l'avez vu aller vers l'équipe nationale pour la rassurer de son accompagnement, l'accompagnement de toute la nation, à commencer par le président de la République et tout le gouvernement. Alors aujourd'hui, on vient pour assister à cet entraînement avant le départ de l'équipe nationale vers Cotonou. C'est justement pour continuer à affirmer cet accompagnement du Premier ministre qui nous a demandé. C'est que nous puissions venir voir tout le staff, voir aussi l'équipe, la manière dont elle est en train de se préparer, afin que nous puissions nous assurer que tout l'accompagnement est donc apporté à cette équipe pour qu'elle puisse nous apporter un bon résultat de Cotonou. Donc ici, le message, si il faut le donner, c'est que le gouvernement de la République est déterminé à accompagner cette équipe nationale. Nous savons qu'après le résultat que nous avons fait contre la Tanzanie, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est aussi avec l'appui du gouvernement que l'équipe va être à la hauteur de ce que l'on attend pour que nous puissions faire un bon résultat. La situation est sereine. Hein. Je pense que si vous suivez tous les matchs qui sont joués, il y a eu aussi des grandes nations de football qui ont fait des matchs nuls, d'autres ont perdu. Donc je pense que c'est un bon résultat, bien que c'était chez nous. Et nous entrevoyons l'avenir avec sérénité, avec beaucoup d'espoir. D'ailleurs, si vous avez vu, nous avons reporté notre voyage au lieu du 3. On a mis les 4 parce que le staff technique a estimé qu'il pouvait encore prendre des jours ici pour les entraînements et envie d'améliorer les résultats. C'est fait selon le programme de staff technique. Donc ils n'ont pas voulu qu'on voyage les 3 pour leur permettre de s'entraîner les 3 et les 4 ici chez nous et voyager ce soir. Donc il n'y a aucun problème. Mais je ne sais pas qu'est-ce que les Congolais cherchent quand vous avez l'assurance du numéro 1. Le premier citoyen congolais. Vous avez vu que quand vous s'entraînez à Kinshasa, le chef de l'État, bien qu'absent du pays, il a dû prendre le téléphone et appeler par le joueur. C'est la montre de son souci et de quelle importance il accorde à l'équipe nationale. Et ensuite, avant le voyage, les chefs du gouvernement est venu rassurer les joueurs. Nous avons l'assurance du chef de l'État, l'assurance du gouvernement. Je ne vois pas si on peut encore avoir l'assurance de qui. Mais nous qui sommes ce soir selon notre programme, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est aujourd'hui à le décollage, donc nous quittons l'hôtel à 17h et le décollage à 19h pour Bénin. J'ai dit que quand vous avez l'assurance des chefs de l'État et des chefs du gouvernement, je ne sais pas si vous voulez encore avoir l'assurance de qui. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Aucun souci, nous voyageons aujourd'hui et les joueurs. Est-ce que vous avez entendu au niveau des joueurs, ils posent des problèmes de primes? Ah, pourquoi vous parlez à l'air, non? Donc les gestes sont serrés, il n'y a aucun problème. Avant de clore cette session d'information, nous vous laissons suivre le rappel des titres. Seul dirigeant africain à prendre part au panel des hauts niveaux organisé à Milan, en Italie,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a fait les plaidoyers du continent en mettant en exergue son énorme potentiel en matière d'investissement. Fin de cette édition du journal sous la chaîne des références Antenne A. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans la partie de Kasongo-Lunda dans la province du Kwango. Ces remerciements, c'est au nom de Jojo Moussangana, chef d'édition.